Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit cours pédagogique sur ce qu'est l'investissement immobilier locatif, donc l'achat d'un bien immobilier pour le mettre en location. Ça va couvrir un maximum de sujets pour plutôt les débutants, mais ceux qui veulent aussi renforcer un peu leurs connaissances et peut-être revenir un peu à la base, essayer de comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les régimes, pourquoi on parle de location meublée, de SCI, etc. Quelles sont les différences? Je vais tenter de vous expliquer tout ça dans ce petit cours que je fais habituellement, que je donne habituellement et que j'ai décidé de partager avec tout le monde. Voilà. Donc, pourquoi et comment faire un investissement locatif? La première chose à retenir, c'est que l'immobilier, c'est un pilier majeur dans un patrimoine. Si aujourd'hui ou demain, vous voulez développer votre patrimoine financier, l'immobilier, c'est incontournable. Alors pourquoi c'est incontournable? C'est parce qu'en fait, si on regarde, alors là j'ai pris un exemple de graphique venant de Le Revenu, mais en fait si vous regardez toutes les études et tous les graphiques ressemblent à peu près à ça, sur une très longue période, ici on est sur 50 ans, donc sur 20, 30, 40, 50 ans, vous allez voir que les résultats, ce qu'on obtient en termes de performance de placement, vous avez toujours en numéro 1 les actions, qui rapportent sur une très longue période en moyenne 7 à 9% on va dire par an, et vient tout juste derrière l'immobilier. Et ici, ce qu'on voit en plus sur ce graphique-là, ce qu'on voit, l'immobilier ici en bleu, c'est que l'évaluation de la valeur de l'immobilier. C'est même pas, ça ne prend même pas en compte l'effet de levier du crédit, le fait que vous allez louer votre bien pour augmenter son efficacité. Donc en fait, là, on voit bien les actions en numéro 1, l'immobilier en numéro 2, et puis ensuite les placements plus classiques, type assurance vie, or, qui fonctionne plutôt bien en fait, l'or, et puis d'autres, voilà, le livret, on voit qu'il est vraiment tout en bas. Et donc forcément, si vous décidez demain de ne faire que des petits placements garantis, enfin assurés entre guillemets, pour ne pas avoir, pour être un peu tranquille, vous passez à côté d'énormes opportunités. Et, voilà. Et donc l'immobilier, c'est la deuxième plus grande opportunité après la bourse. Donc c'est quoi un investissement locatif? En fait, c'est assez simple. Souvent, on présente ça comme une usine à gaz, mais en fait, c'est très très simple. Vous achetez un bien immobilier, vous touchez des loyers, donc les revenus de ce bien immobilier, et vous devez supporter des charges, donc payer des charges. Donc, j'achète un bien, je touche des loyers et je paye des charges. Et dans les charges, il y a plein de choses. Il faut rembourser un emprunt dans le cas où on emprunte, ce qui est dans 95% des cas peut-être le cas. On doit payer la copropriété si c'est un bien en copropriété, l'entretien un peu régulier, les travaux au départ s'il y a des travaux ou pendant la durée de vie du bien immobilier. On doit payer la taxe foncière, les assurances, de l'impôt aussi, et ça c'est une partie importante et peut-être la plus compliquée à calculer. Donc il y a l'importance de la fiscalité et de l'impôt. Donc on touche des loyers, on paye des charges, et ça pendant plusieurs années. Et donc X années plus tard, en fonction de l'objectif que l'on a, on peut soit vendre le bien, le garder, mais du coup comme ça, toucher une rente, ce fameux devenir rentier, mais en fait ça c'est dans 15, 20, 30 ans. Et comme ça, je m'assure une rente un peu passive ou presque passive pour ma retraite ou même avant la retraite. Et puis il y a un autre objectif, c'est de transmettre à ses enfants, à son conjoint ou à qui on veut le bien immobilier. Donc ces trois objectifs-là, l'immobilier peut y répondre et puis ça dépend vraiment de chacun et de ce qu'on veut faire. Donc c'est très important d'avoir ça en tête. C'est vraiment d'une façon macro, c'est comme ça qu'on doit aborder l'immobilier et que fonctionne l'immobilier. Alors comment on achète de l'immobilier locatif? Alors il y a beaucoup d'étapes et c'est peut-être ça qui fait un peu peur au départ et qui fait un peu peur quand on veut se lancer dans l'immobilier. C'est qu'il y a plein d'étapes. Donc la première chose, c'est de savoir si on peut acheter et ce que l'on peut acheter, quel est son budget. Et souvent, ça dépend de notre capacité d'emprunt, donc ce qu'on peut emprunter à la banque.
Il faut choisir ce qu'on veut faire parce qu'il y a des tas de façons d'acheter, de vendre ou de louer de l'immobilier. Donc beaucoup de stratégies, donc il faut choisir sa stratégie. Ensuite, il faut trouver le bien. Donc là, la phase de recherche, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut être actif, il faut être réactif, il faut vraiment s'y consacrer parce que c'est comme ça qu'on trouve aussi les bonnes affaires et les bons plans immobiliers. Il faut visiter, beaucoup de visites, parce qu'il est rare qu'on fasse une visite et qu'on achète. C'est beaucoup de visites et puis ça permet de nouer des relations avec les professionnels, donc les agents immobiliers, les notaires, etc. Ensuite, on étudie son projet. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça va être rentable? Qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que j'ai bien acheté si je le vends dans 10 ans à tel ou tel prix? Quel est le scénario si jamais les prix ne montaient pas? Voilà. Donc il faut essayer de se couvrir un maximum et d'étudier son projet. Il faut travailler son sujet, évidemment. Ensuite, il faut faire une offre d'achat. Donc il faut être capable d'avoir ce feeling de quelle offre je vais faire, de comprendre un peu le vendeur, tout ce qui est partie négociation ensuite, etc. On signe un compromis et ensuite il y a la signature de la vente. Et puis après, éventuellement, s'il y avait des travaux à faire, on fait les travaux. Ensuite, on doit le mettre en location. Ça aussi, c'est un petit travail. Et puis après, on passe au mode gestion, c'est-à-dire il va falloir gérer le bien tout au long de la durée de possession du bien immobilier. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on veut savoir, c'est comment finalement acheter et comment ne pas se tromper quand on achète de l'immobilier locatif. Alors la première chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs indicateurs, vous allez souvent entendre ça, plusieurs indicateurs qui permettent de savoir si un bien immobilier, un achat immobilier est intéressant ou pas. Mais un seul indicateur, il n'y a pas un indicateur qui peut remplacer tous les autres. Donc il faut bien comprendre à quoi servent chacun des indicateurs et comment ils se calculent. Donc, le premier indicateur, c'est ce fameux cash flow. On parle souvent de j'ai fait un achat de cash flow positif, etc. On l'appelle aussi l'effort d'épargne, puisqu'en fait, c'est ce qui va représenter ce que vous allez devoir sortir de votre poche ou gagner, ça dépend du résultat, chaque mois ou chaque année, pour maintenir ce bien immobilier et le garder sans le vendre. Donc, le calcul du cash flow, c'est assez simple. On prend les revenus, donc les loyers, et on va en déduire toutes les dépenses. Donc, on prend alors ici, on va le faire au mois parce que c'est plus parlant. Bien sûr, ça peut se faire à l'année. On va le faire au mois, donc on prend les loyers mensuels. On en déduit la mensualité d'emprunt, puisqu'il faut rembourser un emprunt. Donc, tous les mois, vous allez devoir régler la mensualité d'emprunt. Toutes les charges, donc je ne reviens pas dessus, mais charges de copropriété, entretien, etc., taxes foncières, etc. Et puis bien sûr, ici, l'impôt, et on obtient ce qu'on appelle le cash flow. Donc là, il y a un exemple, alors qui n'est pas forcément à jour en termes de prix ou de loyer, donc ça, il ne faut pas trop s'y attacher, c'est surtout sur le principe. D'un studio à Lyon, acheter 140 000 € et louer 730 € par mois, et qui va être meublé et loué en LMNP. Je reviendrai après sur ce que veut dire LMNP, donc c'est la location meublée non professionnelle. Et à la fin, ça donne un résultat qui peut être soit négatif, soit positif. Ici, il est négatif, et c'est souvent le cas quand on achète dans une grande ville. Alors évidemment, ça va dépendre de l'apport qu'on met dans l'emprunt, etc. Là, on va partir du principe qu'on met un minimum d'apport, type frais de notaire, 10%. Mais tout ça, ça se calcule, évidemment. Et donc, on obtient ici négatif. Alors c'est souvent le cas parce que dans les grandes villes, les prix sont souvent très élevés et les loyers ne sont pas si élevés en comparaison du prix. Donc souvent, c'est un achat qu'on appelle plus patrimonial et donc on obtient un cash flow négatif. Alors ça ne veut pas dire que c'est un mauvais achat et ça c'est tout le problème et souvent ce que j'entends, c'est que les gens pensent que parce que le cash flow est négatif, que c'est un mauvais achat et qu'il ne faut pas y aller. En fait, ce n'est pas vrai. Ça peut être un très bon achat, je vais revenir après sur les autres indicateurs qui permettent de le savoir, tout en étant un coût tous les mois. Pourquoi? Parce que quand on fait de l'immobilier, on achète aussi un bien immobilier. Donc on achète ce qu'on appelle de l'equity, c'est-à-dire du capital en fait immobilier. Donc on possède de l'immobilier et qui a forcément plus de valeur ou plus de potentiel dans des grandes villes que dans des plus petites villes. Donc voilà, on prend les loyers, on déduit, là c'est un exemple, la mensualité d'emprunt, ça nous donne moins 325 €. Alors ce chiffre il peut être aussi positif, c'est souvent le cas dans des villes
moyennes ou plus petites ou avec des stratégies un peu plus poussées, type location touristique, colocation, etc. Mais ça, j'y reviendrai après. Et voilà, donc ça permet de savoir déjà si on peut supporter ce coût, parce que tout le monde n'a pas forcément les 325 € à pouvoir sortir tous les mois quand il fait cet achat. Donc c'est bon, c'est bien de le savoir avant de se lancer. Et évidemment, s'il est positif, bah, c'est top, puisqu'en fait, on gagne de l'argent tout en achetant finalement un bien financé par le crédit et le loyer payé par le locataire. Donc voilà. Donc le cash flow, intéressant, mais ne permet pas de tout analyser. Ensuite, il y a le fameux rendement. Donc ça, c'est vraiment ce que va vous rapporter le bien en temps réel, c'est-à-dire tous les ans ou tous les mois. Là, ici, on le fait sur tous les ans. Donc ça, c'est vraiment le chiffre un peu qui parle un peu plus dans le sens où, par exemple, si vous mettez 1000 € sur un livret A, vous savez qu'il va vous rapporter 3% par an. Donc il va vous rapporter 30 € par an. Et à chaque fois, ça s'ajoute. Et bien, on veut faire la même chose dans l'immobilier. Donc pour faire la même chose dans l'immobilier, pour un livret A, c'est vous avez mis 1000 € de placement, vous faites 3% par an, donc en fait c'est 30 € sur 1000 € et ça donne 3%. Donc c'est finalement ce que vous avez gagné sur ce que vous avez investi, les 1000 €, et ça vous donne le rendement. Et bien c'est exactement pareil dans l'immobilier, sauf que dans l'immobilier, ce qu'on gagne, ce sont des loyers, donc les loyers annuels, et l'investissement, bah, c'est le prix du bien. Alors si on fait ce calcul-là, ça va donner ce qu'on appelle le rendement brut. C'est le rendement le plus simple, celui qu'on calcule le plus évident, celui qui est souvent donné par les agents immobiliers. C'est vraiment le rendement où on prend en compte uniquement revenus et prix du bien immobilier. Alors il est très simpliste et souvent il est assez élevé, mais il ne représente pas la réalité tout simplement parce qu'en fait, quand on achète un bien immobilier, on touche des loyers certes, mais notre revenu ce n'est pas les loyers parce qu'on doit dépenser des charges et des dépenses et on a de l'impôt à payer. Et en plus, quand on achète un bien immobilier, il n'y a pas que le prix du bien dans l'investissement de départ, il y a aussi les frais d'achat, les frais bancaires, les frais d'emprunt, crédit logement, etc. Si vous passez par un courtier, etc., vous avez des frais à l'achat et éventuellement des travaux. Donc ça peut vraiment complètement changer l'équation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déduire les charges et les impôts et on va prendre en compte tout l'investissement en bas. Et ça, c'est ce qui va donner le rendement net ou le rendement net. C'est ce que les gens disent parce que certains disent c'est le rendement net si on prend les charges et le rendement net si on prend en compte les impôts. Ici, on va dire que c'est le rendement net. De toute façon, c'est celui qui nous intéresse. C'est celui qui prend tout en compte. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, mais ça vous donne le rendement uniquement locatif. C'est ce qu'on appelle le rendement d'ailleurs. Donc c'est uniquement le rendement des revenus de loyer. Ici, on n'a pas parlé du fait que le bien immobilier peut se valoriser dans le temps. Et d'ailleurs, si vous regardez bien ici, on ne parle même pas de l'emprunt. Donc ce calcul, peu importe l'emprunt que vous faites, il donne le même résultat. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même s'il est intéressant, c'est uniquement une partie de l'équation, c'est la partie locative pure, revenu locatif, en rendement locatif. Donc si vraiment on veut calculer cette fois-ci la rentabilité, donc si on veut tout prendre en compte, c'est-à-dire la valorisation du bien immobilier plus les revenus de loyer et donc le locatif, eh bien, il faut calculer ce qu'on appelle un indicateur qu'on appelle le taux de rendement interne. Alors c'est un peu technique, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est ça le calcul de rentabilité et c'est le seul calcul, le seul indicateur qui prend en compte l'effet de levier du crédit, le fait que vous n'avancez pas tout l'argent au départ, donc vous sortez que finalement l'apport que vous mettez dans votre bien immobilier, l'apport que vous mettez pour obtenir votre crédit, et tous les cash flow, donc tous les résultats d'efforts d'épargne que vous allez mettre tous les ans, c'est ça finalement que vous sortez de votre poche. Tout le reste, c'est le locataire qui le paye, le loyer, et il y a aussi la valorisation du bien immobilier. Donc en fait, pour prendre tout ça en compte, il faut faire ce calcul-là. Alors ça paraît compliqué, mais en fait c'est un calcul assez simple à réaliser, mais encore faut-il avoir tous les éléments du calcul. Parce qu'il faut tout avoir pour pouvoir faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut calculer l'effort d'épargne, donc le cash flow, donc l'argent qui sort ou qui rentre chaque année, périodiquement. Ici on voit, au début on a l'apport au crédit, on a des dépenses qui sont plus élevées, donc au début on a 15 000 € de dépensés de notre poche, puis après chaque année on a le cash flow négatif que je vous avais montré à l'année, chaque année. Donc là ça nous a coûté 900 € cette année-là, ça nous a coûté 1000 € cette année-là, et l'année 15,
On dit qu'on le revend dans 15 ans à 150 000 euros et qu'on l'avait acheté au départ à 100 000 euros dans ce cas-là. Comme on le revend à 150 000 euros et qu'on l'avait acheté à 100, on a fait une plus-value. Alors, déduction faite, évidemment, du remboursement de l'emprunt, parce que l'emprunt était sur 20 ans et pas sur 15 ans, et puis parce qu'on doit payer l'impôt sur la plus-value quand on revend. Donc, si on fait le bilan, on a quand même gagné 115 000 euros de cash flow positif au bout de 15 ans. Donc, à la fin, on s'est quand même considérablement enrichi. Et le taux de rendement interne, c'est une formule mathématique que vous trouvez dans Excel et dans n'importe quelle formule, elle est prédéfinie. Il faut juste lui donner un chiffre de taux de placement de comparaison. Donc habituellement, on lui donne 3% par exemple, ce qui est à peu près un placement classique. Et il va pouvoir calculer avec tous ses cash flows et ce taux de référence, le taux de rendement interne, donc ici de 13%. Et pourquoi c'est intéressant aussi ce taux, en plus de prendre en compte tous les paramètres, c'est qu'il permet de comparer aussi de façon objective avec un autre placement. Donc si on prend par exemple la comparaison avec un livret A, on va se dire que l'argent qu'on a dépensé ici, donc les 15 000, les 900, etc., plutôt que de les mettre dans ce bien immobilier, on va les mettre sur un livret A, à un taux, alors je ne sais plus ici, mais ça doit être un taux de 2% ou 3%, et de regarder ce que ça donne. Alors dans le cas du livret A, c'est toujours pareil, c'est des cash flows, on a mis 15 000 euros dedans, mais là cette fois c'est positif, c'est-à-dire qu'on va gagner les intérêts cumulés chaque année qui viennent s'ajouter et qui rajoutent des intérêts chaque année. Et à la fin on regarde combien on a de plus par rapport à ce qu'on avait mis au départ, donc les 15 000 euros. Et c'est pareil, on met dans la même formule tous ces cash flows et ça nous donne un taux de rendement interne. Et bien sûr, plus le taux de rendement interne est élevé, plus l'investissement est intéressant. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, plus comme une valeur relative qu'une valeur absolue, même si bien sûr, quand on voit 13%, on sait que c'est quand même un bon taux. Et voilà, et donc non seulement ça vous permet de comparer un livret A, mais ça vous permet de comparer plusieurs investissements immobiliers entre eux, ou un investissement dans une start-up, ou n'importe quel placement en fait, peut être comparé grâce au taux de rendement interne. Pour ceux qui savent, pourquoi quand vous empruntez, on vous calcule ce qu'on appelle le TAEG, le taux effectif global, c'est parce que c'est le seul taux qui permet de comparer des crédits immobiliers entre plusieurs banques. Pourquoi? Parce que chaque banque a des frais supplémentaires, il n'y a pas que le taux du crédit qui est important. Donc le TAG, c'est le même principe, c'est le principe du TRI appliqué à un crédit immobilier, donc avec les frais qu'on paye au départ et la mensualité qu'on rembourse sur 20 ans, 25 ans. Et donc c'est exactement le principe. Donc quand on a compris ça, on a compris comment se calcule véritablement la rentabilité d'un investissement immobilier. Et pourquoi il ne faut pas s'arrêter qu'au cash flow et au rendement, c'est parce que l'immobilier, c'est aussi une acquisition de capital, donc d'un bien immobilier. Et c'est très important parce que c'est ce qui le rend beaucoup plus intéressant aussi. Ensuite, on peut se poser la question de comment avoir la meilleure rentabilité possible. En fait, il y a plusieurs éléments dans l'équation. Le plus évident et le plus important, c'est acheter le moins cher possible. Donc bien acheter finalement. Parce que tout ce que vous gagnez à l'achat, tout ce que vous allez pouvoir négocier ou si vous trouvez un bien qui est vendu à un bon prix, forcément, si on revient en arrière, forcément, il va jouer là-dessus, puisqu'en fait, ça va tout de suite agir sur l'enrichissement, puisqu'en fait, vous allez vendre à un prix plus tard. Tout ce que vous aurez gagné au départ, c'est un plus dans la rentabilité de l'opération. Donc c'est très important de bien acheter, c'est pratiquement le plus important, avec la localisation évidemment du bien. Vous pouvez négocier l'emprunt, mais on va dire que c'est très anecdotique. On ne peut pas trop le négocier, on peut le négocier, mais ça ne va pas changer grandement la donne. Si vous avez négocié 0,1 ou 0,2% sur votre taux d'emprunt, ce n'est pas ça qui va faire une grosse différence. En plus, ce taux peut être renégocié dans le temps, donc ce n'est pas vraiment le plus important. Mais ça joue quand même un petit peu sur la rentabilité de l'opération. Évidemment, deuxième point, c'est de gagner plus, donc d'augmenter les revenus. Ça va dépendre de votre stratégie de location. Est-ce que vous allez louer meublé? Est-ce que vous allez louer une colocation? Est-ce que vous allez louer un étudiant? Est-ce que vous allez faire de la location touristique? Voilà, il y a plein de façons de louer un bien immobilier. Ensuite, troisième point, baisser les charges. Parce que si on baisse les charges, vous vous rappelez de l'équation, on augmente la rentabilité. Donc souvent les grosses copros avec un jardinier, beaucoup d'entretien, des ascenseurs, souvent ça coûte très cher et en plus ces charges augmentent plus rapidement que vos loyers année après année. Donc c'est très important de faire attention à ça. Souvent les petites copros avec des syndics bénévoles, évidemment c'est plus intéressant.
qu'un gros syndic très professionnel et en plus qui coûte cher. Alors, ça va dépendre des résidences, hein, donc il faut toujours vérifier, c'est pas parce qu'il y a un syndic que c'est pas intéressant. Mais ça va vraiment dépendre de la gestion de l'immeuble et de là où vous achetez. Évidemment, si vous achetez une maison, les problématiques sont différentes, mais vous allez avoir plus de charges d'entretien de la maison, plus à votre charge. Est-ce que je délègue ou pas? Parce que si vous déléguez, ça va impacter évidemment votre rentabilité, parce que vous devez rémunérer celui qui fait le travail à votre place de gestion. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut, des questions qu'il faut se poser. Et puis ensuite, dernière chose, c'est la fiscalité, puisqu'en fait, l'impôt va venir évidemment impacter aussi la rentabilité. Et ça, c'est ce que je vais expliquer dans les prochaines slides, les différents modes de fiscalité. Donc les régimes fiscaux. Alors, le premier régime assez connu et souvent décrié, c'est le fait d'acheter un bien neuf, donc un bien en Pinel Plus en 2024, mais dont ce régime d'achat en mode Pinel va se terminer en 2025 et pour l'instant on ne connaît pas, au moment où je tourne cette vidéo, on ne connaît pas s'il y aura un successeur ou s'il y aura autre chose à la place, on ne sait pas, ou rien, on ne sait pas. Et donc l'achat dans le neuf, ses gros avantages, ce sont le fait qu'on a une réduction d'impôt, c'est ça qui est vendu par les promoteurs et les commerciaux de programme Pinel, c'est que vous allez avoir une réduction d'impôt, donc qui dépend de la durée de location, à minima 6 ans jusqu'à 12 ans. Vous allez pouvoir chaque année avoir une réduction d'impôt sur vos revenus. Ça, c'est ce qui est vendu. Alors, évidemment, c'est l'argument majeur, mais c'est le plus gros. Mais vous allez voir qu'ensuite, ça ne suffit pas forcément. On n'a pas de charge de travaux, évidemment, on achète neuf, pas de problématique de DPE et de rénovation énergétique la plupart du temps. Et on a des frais de notaire réduits. On est plus dans les 2-3% de frais de notaire plutôt que 7, 8, voire plus % de frais de notaire quand on achète dans l'ancien. Maintenant, les inconvénients, c'est on achète plus cher à l'achat. Donc ça veut dire que habituellement, alors c'est en train de changer, je vais expliquer juste après, mais on est plus dans les 30% en prix au prix au mètre carré au-dessus du prix du marché. Et rappelez-vous, je vous ai dit, dans les points importants pour avoir une bonne rentabilité, c'est aussi de bien acheter et d'acheter au bon prix. Et donc forcément, ça a un impact majeur sur la rentabilité de l'opération. C'est ce qui fait que le neuf peut être une mauvaise opération, c'est vraiment ça. Et pas que, mais c'est surtout ça. Alors ce qui se passe, je l'ai mis dans l'avis ici, c'est que si on ne dépasse pas 15%, ça peut être intéressant un achat Pinel. Et bien sûr, faire attention à l'emplacement. Il faut quand même qu'il y ait un marché locatif, des gens qui vont louer votre bien immobilier. Et en ce moment, comme les promoteurs, enfin tout l'immobilier en ce moment est un peu en crise, les promoteurs ont du mal à écouler leur stock et donc il est plus facile aujourd'hui de trouver des prix moins élevés que les 30% ici qu'on constatait avant habituellement. Donc il y a sûrement des affaires à faire, contrairement à ce qu'on pense dans le neuf. Et puis rien ne vous empêche d'acheter un bien neuf et de le louer en meublé. Mais le problème, c'est que si vous achetez un bien neuf et que vous le louez en meublé, vous ne pouvez pas prétendre au régime Pinel. Vous serez en location classique. Mais pourquoi pas au final? Là, on parle du régime Pinel, donc avec la réduction d'impôt. Donc vous n'avez pas de réduction d'impôt évidemment si vous achetez neuf et que vous le louez en meublé ensuite. L'autre inconvénient, c'est que le loyer est plafonné. Alors il y a des zones où le loyer plafonné n'impactera pas trop ou pas du tout, et il y a des zones où ça impacte, donc ça c'est très important parce que vous ne pouvez pas le louer au prix que vous voulez, et puis vous ne pouvez pas louer en meublé, donc vous êtes en location nue. Donc location nue uniquement, ça c'était le troisième point. Ensuite, vous êtes obligé de louer, vous ne pouvez pas le revendre avant la durée de location, au risque de perdre votre avantage fiscal. Et ensuite, l'emplacement n'est pas toujours idéal, donc ça faut faire très attention. Alors attention, il y a eu des Pinel, des emplacements très intéressants, ils sont souvent plus chers, mais il faut faire très attention à ça. Donc le Pinel a succédé à d'autres, Duflo, de Robien, etc., où avant, ces programmes-là et ces régimes fiscaux ne faisaient même pas attention et les programmes immobiliers poussaient n'importe où et étaient vendus à des gens un peu naïfs qui n'étudiaient pas le marché et ne savaient pas qu'il serait très difficile à louer. Donc ça faisait des résidences complètement vides. Alors c'est moins le cas avec Pinel, même si ça peut toujours être le cas. Mais il faut faire très attention à ça. Voilà. Ensuite, on a la location classique, qu'on appelle nue, c'est-à-dire avec un bien vide, qui est sous la loi 89, donc qui est très réglementé. Donc ce qu'on appelle aussi la location déficit foncier, donc on va pouvoir faire du déficit foncier, on appelle ça.
Donc les avantages, c'est qu'on fait un déficit foncier et en plus, alors déficit foncier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les charges vont venir se déduire des revenus et que si vos charges, notamment quand on fait des travaux la première année, sont plus élevées que les revenus, et ça va venir réduire votre salaire et donc votre impôt global par rapport à avant que vous achetiez ce bien. Donc le déficit foncier, il peut se déporter sur les revenus globaux, donc sur les salaires, venir réduire votre assiette d'imposition globale. Donc ça, c'est un peu son intérêt. Alors ce qu'il faut quand même retenir, c'est que vous êtes quand même plafonné. Alors c'est, je crois, 10 700 € maximum de déficit foncier par an. Ça peut être plus si vous faites de la rénovation énergétique en 2024. Vous pouvez doubler ce plafond. Mais vous êtes quand même limité à 10 700 €. Vous pouvez faire du gros déficit, comme je viens de le dire, sur les travaux de rénovation la première année, puisque c'est là qu'on peut faire le plus de déficit sur la location nue. Beaucoup moins ensuite, je vais l'expliquer après. Il y a moins de turnover que la location meublée, par exemple. Donc, c'est des gens qui vont rester plus longtemps dans l'appartement. C'est un préavis de 3 mois. Donc, quand le locataire vous dit qu'il va s'en aller, vous avez quand même 3 mois pour retrouver quelqu'un. Donc, c'est plutôt bien. Et la déclaration est beaucoup plus simple. Vous pouvez le faire vous-même. C'est la déclaration 2044 qu'on fait quand on déclare les impôts, avec des cases à remplir. Alors, ce n'est pas forcément très simple, mais bon, c'est faisable. Et ensuite, les inconvénients, le déficit dont j'ai parlé au départ, on ne peut le faire vraiment que la première année, c'est-à-dire déporter sur les salaires. Ensuite, les années suivantes, vous ne pouvez plus faire de déficit. Vous pouvez annuler l'impôt, c'est-à-dire que si vos charges sont au moins du montant des revenus et des loyers, vous allez avoir un résultat de zéro et donc pas de nouvel impôt à payer. Mais vous ne pourrez plus, si c'est négatif, aller le déduire sur les salaires, donc réduire votre impôt. Vous n'aurez quand même pas de nouvel impôt, mais vous ne pourrez pas réduire vos impôts. Et ce qui se passe aussi, c'est que le problème, c'est que pour faire du déficit, les charges que vous pouvez déduire, donc pour faire du déficit, elles sont assez limitées. Vous avez 20 € pour tout ce qui est administratif, vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt, vous pouvez déduire les frais de gestion si vous faites gérer, vous pouvez déduire les frais de syndic, les frais propriétaires et les frais de syndic. Vous pouvez déduire quelques petites choses, mais c'est quand même assez limité comparé à la location meublée que j'expliquerai après. Et donc finalement, très vite, on arrive à un moment où les charges ne sont pas énormes et finalement le loyer est plus élevé et donc finalement on paye de l'impôt et de plus en plus et on rajoute un peu d'impôt à son impôt d'avant en dehors de la première année. Alors ça dépend des travaux parce que les travaux vont se reporter. Tout ce que vous n'avez pas pu déduire la première année, vous pouvez quand même la reporter les années suivantes. Mais au bout d'un moment, vous allez un peu vider ce compteur et vous allez commencer à payer de l'impôt beaucoup plus tôt que la location meublée, donc j'expliquerai après. Donc imposition plus lourde. On loue quand même moins cher, on peut louer un petit peu moins cher que la location meublée, donc on gagne un peu moins. Voilà, donc la location nue, un bon placement, mais attention, voilà, il y a des particularités auxquelles il faut connaître. Mais c'est quand même un mode de location qui est assez tranquille, où il n'y a pas beaucoup de gestion aussi, il faut le préciser. Ensuite, on a la fameuse location meublée. Donc là, on loue un appartement en meublé, donc, qui est meublé. Il y a une liste de meubles inscrite dans la loi minimale. Et là, je parle du meublé au réel, c'est-à-dire que la location meublée non professionnelle, LMNP, au réel. C'est-à-dire qu'on va tout déclarer au réel. Donc toutes les dépenses, les charges, les amortissements, etc., on va tout déclarer avec un comptable chaque année, comme le ferait une entreprise. Et c'est le régime souvent le plus intéressant. Alors pourquoi? Quels sont ses avantages? C'est qu'en fait, quand on fait le calcul, et vous pouvez le faire avec le simulateur, c'est que vous n'allez pas payer de nouvel impôt pendant quelques années. Ça peut être 10, ça peut être 15 ans, ça va dépendre évidemment de votre situation, de vos salaires et de vos revenus, mais on ne va pas payer de nouvel impôt pendant plus longtemps que la location nue. Ça, c'est son gros intérêt, et c'est dû au fait qu'on peut amortir le bien. Donc en fait, en location meublée non professionnelle, on peut, l'amortissement, c'est un calcul comptable qu'on peut appliquer en location meublée non professionnelle et qui fait que vous allez pouvoir déduire une partie du bien immobilier, pas du terrain mais du bien immobilier, en fonction de sa configuration chaque année par composante, on appelle ça. Et en fait, pour vous la faire très simple, vous allez prendre les loyers, vous allez déduire ce montant d'amortissement et ensuite déduire les charges. Donc vous allez déduire plus
finalement que ce que vous pouvez déduire en location nue. Ce qui fait que souvent vous annulez le loyer et tout ce qui dépasse, tout ce qui n'a pas pu être déduit, se reporte d'année en année. Et souvent, rien que l'amortissement suffit à ne pas payer de nouvel impôt pendant quelques années. Et en plus, vous avez la déduction des charges. Donc l'amortissement se reporte indéfiniment et les travaux et les charges classiques se reportent pendant 10 ans. Mais on déduit d'abord l'amortissement, puis les charges. Donc ça, c'est son gros intérêt. On peut pratiquer, l'autre avantage, c'est qu'on peut pratiquer un loyer plus élevé parce qu'il est meublé, parce qu'il y a peut-être des services que vous intégrez dans le loyer, donc on peut le louer plus cher. Et autre très très gros intérêt, c'est qu'en location meublée non professionnelle, vous amortissez le bien, comme j'ai dit, mais l'amortissement n'est pas un cadeau fiscal, ce n'est pas un cadeau du fisc qu'on vous fait. C'est un calcul comptable qui permet de prendre en compte le vieillissement, la vétusté d'un bien que vous achetez. Là, ici, un bien immobilier. Mais c'est pareil si vous achetez une imprimante, par exemple, dans une entreprise. Vous allez pouvoir l'amortir. Et au bout de 3 ans, l'imprimante ne vaut plus rien. Mais attention, quand vous revendez cette imprimante ou quand vous revendez ce bien immobilier, en théorie, vous devez réintégrer les amortissements. Donc, tout ce que vous avez gagné, tout ce que vous avez déduit en amortissement, vous faites la somme sur la durée avant la vente et vous devez le rajouter. Donc, ça vous rajoute de la plus-value, donc de l'impôt sur la plus-value. Mais la location meublée non professionnelle n'a pas cette obligation de réintégrer les amortissements, ce qui est un peu un non-sens, mais ce qui est la réalité, et c'est ce qui en fait un peu, certains diront une niche fiscale intéressante. Alors il y a eu en 2024 des rapports qui sont sortis, vous pourrez aller voir les news. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2024, on est en septembre 2024. Et donc, il est question de revenir là-dessus, soit sur la méthode d'amortissement, soit sur le fait de devoir réintégrer les amortissements à la revente, ce qui le rendrait évidemment beaucoup moins intéressant. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui et encore aujourd'hui, c'est le cas. On peut déduire beaucoup plus de charges. Là, en fait, on rentre dans un mode un peu plus un mode d'entreprise, c'est-à-dire que tout ce que vous allez dépenser pour cette activité de location meublée, parce que l'activité de location meublée est une activité plutôt commerciale, entre guillemets, c'est-à-dire elle va être assujettie au BIC, c'est-à-dire aux bénéfices industriels et commerciaux. Donc c'est une activité où vous allez pouvoir déduire, je sais pas, vous avez pris votre voiture, vous avez mis de l'essence pour aller voir l'appartement, vous pouvez le déduire. Vous avez dépensé une formation, vous pouvez la déduire. Vous avez dépensé d'un frais d'avocat, vous pouvez le déduire, etc., etc. Ce que vous ne pouvez pas faire en location nue. Vous pouvez aussi amortir et déduire, alors j'ai dit tout à l'heure le bien, mais en fait vous pouvez aussi déduire et amortir les charges, vous pouvez déduire et amortir les frais de notaire, les frais d'agence. C'est beaucoup plus large que pour la location nue. Ensuite, autre avantage que je voulais préciser, c'est la possibilité de pratiquer ce qu'on appelle des charges locataires forfaitaires. En location nue, vous devez en fait, ce que vous faites, c'est qu'il y a une part de charge que vous payez qui doit être payée par le locataire. Donc ce que vous faites, et c'est ce qu'on constate quand on est locataire, c'est qu'on va avoir le loyer plus des charges locatives. Et en fait, ce qu'on paye habituellement en location nue en charge, ça doit être exactement ce qu'on doit payer en tant que locataire. Donc c'est pour ça qu'il y a une régularisation de charges une fois par an que doit faire le propriétaire pour voir si vous avez payé, c'est une avance sur charge que vous payez tous les mois, si à la fin vous avez payé plus ou moins et c'est ajusté avec le locataire. Dans le cas du meublé, on peut choisir un autre mode qui est un mode de charge forfaitaire. Donc on dit voilà, les charges c'est 30 € par mois et là on n'a plus à faire de régularisation. Et bien souvent, ça marche parce qu'on peut y rajouter Internet, on peut y rajouter l'EDF, on peut y rajouter des services compris en plus. Alors, il faut que ça reste raisonnable, il faut que ça reste logique, évidemment, parce que sinon, vous pouvez vous faire rattraper par le fisc. Mais si on fait bien les choses, on peut gagner un petit peu là-dessus, parce qu'un abonnement Internet, vous pouvez la payer 10 €, mais peut-être l'intégrer dans les forfaits à 15 €, vous voyez. Donc là, ça marche et c'est ce que font beaucoup de loueurs en meublé. Alors les inconvénients, c'est qu'on ne peut pas, contrairement à la location nue, faire un déficit négatif et le reporter sur les salaires pour payer moins d'impôts que ce qu'on payait habituellement avant d'acheter le bien immobilier. Donc faire un déficit sur les revenus globaux, donc sur les salaires, pour payer moins d'impôts. Ça, on ne peut pas le faire parce qu'on est dans une catégorie de revenus qui est différente. On est dans la catégorie de revenus des BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux. Donc cette catégorie de revenus, elle est à part. C'est uniquement le résultat final qu'on va pouvoir déduire le résultat final qu'on va déclarer en plus sur les salaires, mais on ne peut pas venir déduire. Par contre, si on a plusieurs biens immobiliers en BIC, donc loués en meublé,
ils vont se combiner. C'est-à-dire qu'un déficit sur l'un va pouvoir déduire un bénéfice sur l'autre. Mais ils ne se reporteront pas, si c'est en déficit, sur vos salaires. Par contre, évidemment, si c'est positif, le résultat, il vient s'ajouter au salaire et vous allez payer plus d'impôts. S'il est à zéro ou en déficit, vous ne payez pas de plus d'impôts, mais vous ne pouvez pas déduire l'imposition de votre salaire. Voilà. Ça, c'est un concept important. Il faut le meubler, évidemment, donc il y a un petit coût supplémentaire au départ. Et il y a une liste minimum imposée par la loi, c'est facile à trouver. Donc, souvent, on fait plus que ça, hein, mais la liste, elle est donnée. On a un turnover plus important parce que, évidemment, le locataire a moins d'attaches et puis c'est plus de la location de passage, même si on peut faire de la location meublée longue durée, il n'y a pas de souci. Donc, il y a quand même un turnover plus important. Il y a une obligation comptable plus lourde puisqu'il va falloir, comme une entreprise, faire une liasse fiscale et la déclarer chaque année. Et c'est plus complexe à remplir qu'une location nue. Donc là, la plupart du temps, on prend un comptable et ça, je le conseille moi personnellement parce que au final, le coût du comptable est assez maîtrisé parce qu'il y a une partie que vous allez pouvoir déduire. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ça ne coûte pas très cher. Vous avez ce qu'on appelle la cotisation financière des entreprises, la CFE à payer, comme pour une entreprise que vous demandez le fisc. Donc ça, c'est en plus par rapport à d'autres types de locations. Et l'autre inconvénient, c'est que le locataire peut partir un peu plus vite. C'est des baux d'1 an et il peut partir au bout d'1 mois. Donc ça vous laisse un peu moins de temps pour trouver un locataire que la location nue. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle la location meublée professionnelle. Donc c'est toujours la location meublée, mais cette fois elle est en mode professionnel. Alors, comment ça fonctionne? En fait, la location meublée professionnelle, il faut que vous répondiez à 2 critères principaux. Les 2 doivent être en même temps réunis pour que vous passiez en location meublée professionnelle. Vous verrez qu'elle est plus contraignante. Hein. Donc évidemment, on n'a pas envie de délibérément passer en location meublée professionnelle. Il faut que ces 2 conditions soient remplies. C'est de gagner plus de 23 000 € de recettes par an, donc de loyer dans notre cas. Et ça c'est important, que ces recettes soient plus importantes que vos salaires de votre activité principale, donc le salaire de votre travail, de votre métier. Parce que dans ce cas-là, le fisc considère que c'est ça votre activité principale, c'est la location meublée de biens immobiliers et ce n'est pas ce que vous faites quand vous gagnez votre salaire. Et dans ces cas-là, vous passez en location meublée professionnelle et ça a des impacts importants. La plupart des choses que j'ai dites sont comme pour la location meublée professionnelle, sauf ce que j'ai indiqué ici. Cette fois, vous pouvez déduire les déficits sur vos revenus globaux, sans limite de montant. Donc, ce n'est pas plafonné comme dans la location nue. Donc ça, c'est un désavantage. Donc, c'est intéressant. Par contre, inconvénient, donc vous avez les mêmes inconvénients que l'LMNP, mais surtout, vous avez des inconvénients en plus qui sont au nombre de 2. Le premier, c'est le fait que cette fois, vous devez réintégrer les amortissements quand vous revendez. Donc forcément, la revente, ça va impacter votre rentabilité puisque vous allez devoir payer beaucoup plus d'impôts sur la plus-value. Donc, vous vous rappelez, le taux de rendement interne, ça prend en compte la revente, évidemment, hein, dans la rentabilité du projet. Et là, ça va l'impacter. Et ensuite, l'autre point, et c'est peut-être encore plus impactant, c'est que comme c'est votre activité principale, vous allez devoir payer des cotisations sociales. Alors, ça va dépendre, hein, donc moi j'ai mis 35 à 45%, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée. En plus des prélèvements sociaux de 17,2% que vous payez dans toutes les autres méthodes d'investissement, mais là vous rajoutez en plus 30 à 45% de cotisations sociales. Donc ça vous multiplie par 2 votre montant social, au lieu de 17,2 vous allez payer beaucoup plus. Enfin pardon, ça remplace les 17,2% dans les autres pays. Donc ça va venir multiplier par 2 et donc vous passez à 35 ou 45%. Donc en fait, ça c'est énorme puisque ça s'applique sur les loyers. Donc c'est sur les revenus. Donc ça c'est très important. Donc c'est vraiment, quand on passe dans ce mode-là, habituellement après certains peuvent y rester parce qu'ils ont un avantage et que leur activité est vraiment lucrative. Après il y a d'autres méthodes quand on se professionnalise qui peuvent être de créer une structure. Donc là j'ai détaillé le cas de la SCI-LIS. Donc là on crée une entreprise morale, donc une SCI-LIS, hein, donc c'est une entreprise morale, c'est pas en votre nom, c'est l'entreprise qui achète le bien immobilier, donc la SCI, et qui est imposée à l'impôt société, l'IS. Dans ce cas-là, alors on a beaucoup d'avantages qui ressemblent au LMNP, tout ce qui est amortissement, déduction de charges, tout ça c'est pareil, puisque là on est dans une entreprise. Sauf que l'avantage de la SCI, c'est qu'elle a un avantage du côté patrimonial. C'est plus facile de transmettre
une SCI parce que vous allez pouvoir créer des statuts, vous allez pouvoir définir qui possède quoi, vous allez pouvoir diviser en parts et donc transmettre tout ou partie de façon plus flexible et plus facile le bien immobilier. Alors que dans tous les autres cas, vous êtes en indivision et l'indivision, ce n'est pas très cadré et c'est toujours un peu compliqué. Là, vous pouvez définir ce que vous voulez. Vous pouvez aussi, donc, ce que j'ai dit, donc les statuts, définir qui gouverne, qui achète, quel droit a chacun sur l'entreprise, donc c'est beaucoup plus flexible. Vous êtes imposé à l'impôt société, alors ça c'est plutôt un avantage parce que l'impôt société, pour les gens qui sont très imposés sur leur salaire, qui ont des gros salaires, qui peuvent monter jusqu'à 45% de taux marginal d'imposition sur les revenus immobiliers, ici l'impôt société c'est 15 ou 25% en fonction du montant de chiffre d'affaires. C'est quand même aussi un mode d'imposition qui est plus stable que celui des particuliers, qui fait toujours un peu peur. Donc ça peut être un avantage, ça peut être aussi un inconvénient, ça dépend de sa situation. Les inconvénients, c'est comme le LMNP. Alors la différence là, c'est qu'il faut être au minimum 2, même s'il y en a un qui n'a pas un rôle particulier, il faut quand même être 2 au moment de la création de la SCI au minimum. L'autre gros inconvénient, c'est qu'on doit, comme la location meublée professionnelle, réintégrer les amortissements. Donc au moment de la revente, on va devoir payer un impôt sur la plus-value plus importante. Alors quand même, un point très important que j'ai, si je l'indique juste après, c'est qu'ici, quand vous allez vendre le bien immobilier, vous allez être imposé sur la plus-value à l'impôt société, donc à 15 ou 25%. Dans tout ce que j'ai dit avant, donc la location en nom propre, en tant que particulier, vous avez un mécanisme de dégressivité, c'est-à-dire que au moment où vous l'achetez, plus vous gardez le bien immobilier longtemps, et moins vous allez payer d'impôt sur la plus-value. Et je crois qu'au bout de 30 ans, à vérifier, mais je crois que c'est au bout de 30 ans, vous ne payez plus d'impôt sur la plus-value. Sinon, chaque année, ça diminue. Vous avez une partie imposition, une partie prélèvements sociaux. Et plus vous la gardez, évidemment, c'est pour éviter, pour lutter contre la spéculation et pour faire en sorte que les gens gardent longtemps les biens immobiliers. Et donc, c'est différent. Ici, il n'y a pas de dégressivité. Vous payez la plus-value à l'IS 15-25%. On ne peut pas outrepasser ça. Donc, c'est intéressant, mais c'est quand même différent des autres modes. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. Ensuite, il y a les régimes forfaitaires. Alors, qu'est-ce que j'appelle régime forfaitaire? C'est les régimes où le fisc vous dit, voilà, vous pouvez déduire, vous avez vos loyers, vous pouvez déduire une partie et le reste, ce qu'on appelle un abattement, et le reste est imposable, c'est votre résultat. Et vous l'ajoutez à vos salaires et ça va être imposé à votre taux marginal d'imposition. C'est d'ailleurs souvent ça qu'on voit dans les médias, plutôt que le LMNP ou RL par exemple. Donc en location nue, vous avez un mode forfaitaire qui s'appelle le micro-foncier. Par contre, vous êtes obligé de répondre à 2 conditions. Il faut faire moins de 15 000 € de revenus par an. Et l'abattement, donc si vous faites 10 000 €, vous allez pouvoir, si vous faites par exemple 10 000 € par an, vous pouvez faire du micro-foncier, donc vous décidez de faire du micro-foncier. Vous allez pouvoir déduire 30%, donc 3 000 €, il reste 7 000 €. Et ces 7 000 €, ils vont venir être imposés. Donc si vous êtes à un taux marginal de 30%, ces 7 000 € vont être imposés, donc vous allez payer 30% des 7 000 € en impôts. Donc, par contre, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a juste une case à remplir, qui sont les recettes que vous avez faites, les loyers, dans votre déclaration d'impôt particulier, classique, dans la déclaration d'impôt. Par contre, c'est vite imposé, évidemment, c'est imposé puisque vous ne pouvez déduire que 30%, tout le reste est imposé. Alors que, on a vu tout à l'heure, même en location nue, en déficit foncier, on peut déduire quand même des charges. Et donc, les travaux, etc. Et donc, on peut arriver à zéro et donc pas avoir de nouvel impôt, en tout cas moins d'impôt que les 30% d'abattement. C'est souvent moins intéressant, le micro-foncier, mais bon, ça dépend des situations. Si on fait de la location meublée cette fois, là c'est le micro-BIC, donc micro-bénéfices industriels commerciaux. C'est pareil, on n'a qu'une case à remplir. Mais là, alors on est en 2024 en septembre, il y a eu un changement cette année. Avant cette loi de finances 2024, vous pouviez déduire 50% d'abattement. Donc si vous faisiez comme l'exemple précédent 10 000 € de revenus en location meublée, vous déduisez 5 000, donc la moitié, et les 5 000 restants sont imposés. Donc vous avez quand même une imposition, mais vous avez quand même un abattement plus intéressant en location meublée. Et le plafond, c'était 77 000 €. Si vous aviez un logement meublé classé, alors le logement meublé classé, c'est parce que vous l'avez fait classer. Il y a des organismes qui permettent de classer, comme les hôtels, votre logement.
vous pouviez avoir jusqu'à 71% d'abattement et un plafond à 188 700 euros. Pardon. Donc c'était assez. Le fisc a considéré que ça c'était trop un cadeau par rapport à, par exemple, à la location nue et que c'était pas normal. Et bien sûr, la location meublée aussi est utilisée pour la location touristique. Donc forcément, c'était aussi pour taper sur la location touristique. Et donc, ce qui s'est passé en 2024, c'est que ça a été aligné sur l'abattement des microfonciers. Donc, on est passé de 50 et de 71 à 30% dans les deux. Et des plafonds considérablement réduits. Pareil, aligné à 15 000 euros sur le microfoncier et à 30 000 euros, donc un peu mieux quand même, sur le classé. Alors, ça, c'était clairement pour attaquer ceux qui font de la location meublée touristique, donc Airbnb, Booking, etc., et qui le déclaraient comme ça, parce que c'était avantageux pour eux, parce que c'est un bien qu'ils avaient ou dont ils avaient hérité, ou alors qu'ils louent leur résidence principale, ou une partie de leur résidence principale. Et bien, s'ils continuent à faire ça, évidemment, ils vont payer beaucoup plus d'impôts qu'auparavant. Et c'est le but du fisc, c'est de dissuader sur cette partie-là. Voilà, donc voilà pour ce qui est de forfaitaire. Alors quand vous voyez dans les médias, le fisc a raboté le LMNP, la location meublée c'est fini, la location Airbnb c'est fini, en fait pas vraiment, c'est moins intéressant pour ceux qui faisaient ça. Par contre, pour ceux qui faisaient de la location meublée au réel, ça ne change absolument rien, ce que je vous ai décrit juste avant. Donc vous, si vous voulez, ceux qui veulent faire un investissement locatif meublé sérieusement et de façon professionnelle, entre guillemets, ils ne seront pas impactés par ce changement. Et donc la location saisonnière, donc transition parfaite sur la location saisonnière. Donc la location saisonnière, c'est simple, c'est la même fiscalité que la location meublée. Donc on est dans la même fiscalité que si vous louez un logement meublé, donc LMNP, LMP ou SCI LIS. SCI LIS, vous pouvez louer comme vous voulez, et aussi en meublé. Alors les gros avantages, c'est que vous pouvez louer vous pouvez générer beaucoup plus de revenus. Hein. On parle plus de chiffre d'affaires dans le cas de la location saisonnière. Ça peut être x2, x3 en termes de revenus bruts, donc on vous paye. L'autre avantage, c'est que vous avez des assurances assez puissantes quand vous passez par des plateformes type Airbnb et Booking. Si jamais le locataire dégrade votre logement, tout ça peut être pris en charge, ce qui est beaucoup plus compliqué dans le cas de la location classique à l'année parce qu'en fait, vous n'avez que la caution qui est de 1 à 3 mois et la caution ne peut pas couvrir si jamais l'appartement est complètement ruiné, ne couvrira pas vos frais et malheureusement vous ne pourrez rien faire. Ici, vous pouvez récupérer tout ce qui a été abîmé. Ça permet d'optimiser une résidence secondaire parce que ce qui est bien avec la location saisonnière, c'est que vous avez accès au logement plus fréquemment. Ça permet aussi de le vendre quand vous en avez besoin, ça permet d'y accéder, ça permet d'y loger si vous en avez besoin, par exemple pour une résidence secondaire, ça permet d'y loger votre famille, ça permet, voilà, c'est un peu plus flexible qu'une location à l'année. Ou si vous devez récupérer votre logement, vous allez devoir donner congé au locataire. Ce sont des procédures beaucoup plus compliquées, beaucoup plus réglementées en location nue parce qu'il faut finir les baux. Et les baux sont de 3 ans en location nue, 1 an en location renouvelable, en location meublée. Donc beaucoup plus lourd de récupérer votre logement et donc beaucoup moins de liquidité si vous voulez vendre votre bien par exemple. Par contre, il y a des gros inconvénients. C'est que la location meublée, et j'en parle sur ma chaîne longuement, et vous allez voir, j'en parle longuement. Alors on a beaucoup plus de charges, ça je ne l'indique pas, mais on a beaucoup plus de charges évidemment. Beaucoup plus de dépenses, beaucoup plus de gestion que la location classique. Alors aussi j'en parle ici, mais c'est pas que la gestion, alors elle est chronophage, elle coûte cher et en plus il y a des dépenses, plus de dépenses. Parce que vous devez faire tourner le linge, vous devez payer l'abonnement internet, vous devez ajouter des services, vous devez décorer plus cher, etc. Enfin, tout est plus cher. Vous devez apporter le café, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, vous devez faire le ménage, etc. etc. Le gros problème, c'est que les copropriétés, beaucoup n'en veulent plus ou vont batailler contre, ou alors le règlement de copropriété ne le prévoit pas, donc ça c'est très important à vérifier au moment de l'achat. L'autre gros point noir, c'est la réglementation, c'est-à-dire que de plus en plus de villes et de municipalités restreignent la création de locations courte durée. Pourquoi? Parce que quand vous créez une location courte durée, donc vous louez à des touristes ou à des gens de passage, ou à des travailleurs de passage, et vous avez retiré un logement qui aurait pu être loué en habitation à des personnes qui travaillent et qui vivent dans la ville. Donc ça a commencé à poser des problèmes, surtout dans les grandes villes, Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, etc. Mais ça s'est aussi étendu à d'autres villes, pas uniquement que les grandes villes.
Et parmi les règles les plus complexes, alors la plupart du temps il faut le déclarer, il faut que vous ayez un numéro. De plus en plus il faut faire un changement d'usage. Et dans cette déclaration de changement d'usage, dans les grandes villes type Paris, Bordeaux, Lyon, il faut en plus, Paris-Bordeaux surtout, il faut en plus faire de la compensation. C'est-à-dire que comme vous venez de retirer un bien qui était destiné, qui était destiné à l'habitation, ce qu'on vous demande, c'est de recréer un autre bien, donc d'acheter un bien qui n'était pas une habitation, et d'en faire une habitation, c'est que vous venez compenser ce que vous venez de supprimer pour garder le même niveau d'offre pour l'habitation classique. Et donc ça rend l'opération beaucoup plus compliquée, et donc souvent on déconseille évidemment, parce qu'il faut faire 2 achats en même temps, quoi, quasiment. Et donc on déconseille souvent ça dans les grandes villes. Alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, on peut faire ça, location Airbnb, on peut la faire où on veut, c'est juste qu'il faut savoir qu'il y a une réglementation très stricte dans certaines villes, et notamment dans les grandes villes. Le taux de remplissage est plus incertain, donc il y a plus de gestion, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Il faut avoir des gens qui tournent tous les jours, toutes les semaines, ça va dépendre de votre location touristique. Mais ça reste quand même, niveau rendement et rentabilité, un des modes d'investissement qui est le plus intéressant quand même. Voilà. Souvent ce qu'on conseille, c'est qu'on étudie quand même la rentabilité si on faisait de la location classique, même si on veut faire de la location touristique, puisque demain la ville peut décider de vous interdire d'arrêter de vous autoriser à louer en location touristique, et donc il faut quand même que vous ayez un plan B. Alors évidemment vous pouvez vendre, mais vous pouvez aussi passer en location classique. Ensuite, quel est le meilleur régime? Alors là, il n'y a jamais une réponse à cette question évidemment, mais quand même il y a des tendances et on le sait. C'est que dans la plupart des cas, la location en nom propre ou en location meublée non professionnelle et l'MNP au réel est souvent la plus intéressante, surtout en premier investissement. Alors après ça change une fois qu'on a plusieurs biens, une fois où le patrimoine est plus complexe. Mais en tout cas au début, c'est vrai que c'est souvent conseillé. Pourquoi? Parce que c'est le mode qui va faire payer moins d'impôts et c'est le mode qui est le plus flexible et qui va rapporter le plus. Maintenant, ce n'est pas du tout une règle. Il y a des endroits où faire du meublé c'est pas possible, où c'est saturé en location meublée, ou alors la typologie de votre bien ne s'y prête pas à la location meublée. Une grande maison, c'est un peu compliqué de la louer en meublé à une famille par exemple. Ça dépend des objectifs, retraite, transmission, donc là la SCI peut être plus intéressante, ou la location nue, ça dépend. Ça dépend donc du lieu, ça je l'ai dit, et puis bien sûr de sa situation patrimoniale, parce que c'est pas forcément avantageux le LMNP si on paye beaucoup d'impôts et que par exemple les biens sont tous payés, on n'a plus de crédit, c'est peut-être mieux de passer en SCI, etc., etc. Donc voilà. Donc il n'y a pas de règle, mais retenez quand même que c'est souvent le meilleur régime, surtout pour un premier investissement. Alors du coup, comment faire dans le contexte actuel? Alors là on est en 2024, si vous voulez acheter un bien pour faire du locatif. Alors il y a des points très importants. La première, alors une chose à savoir quand même, et je le répète, c'est qu'en fait c'est toujours le bon moment d'investir dans l'immobilier. On peut investir dans l'immobilier à n'importe quel moment. Mais attention, ce qu'il faut faire, c'est le faire bien dans le contexte dans lequel on achète et dans sa situation à soi, quand c'est bien pour soi aussi. Mais si on suit certaines règles, on peut acheter à tout moment. Et les règles, c'est plus on a de cash en ce moment. Alors en ce moment, c'est un peu les taux d'emprunt comme ils ont pas mal augmenté, même s'ils rebaissent un petit peu. Ils vont rebaisser un petit peu actuellement. Ça s'est quand même assoupli, mais ça reste quand même beaucoup plus élevé qu'il y a 2 ans, puisqu'on a fait x4 en taux. On était à 1% en 2021, 2022, et là on est à 3,7 sur 20 ans. Plus on a d'argent disponible, d'épargne pour apporter en cash, et plus ça va devenir intéressant, plus on aura un rapport de force intéressant dans la négociation et dans l'achat immobilier. Comptez 10% minimum, mais c'est souvent plus. Ça va dépendre de votre banque et du crédit que vous pouvez obtenir. Toujours négocier, acheter au bon prix, essayez d'acheter en dessous du marché, essayez de trouver la perle où vous avez vu qu'il y avait un défaut qu'il fallait améliorer et dont vous savez que vous allez pouvoir valoriser le bien au-delà du prix que vous payez. Si c'est une succession, par exemple, c'est intéressant souvent de se positionner, etc. Il faut visiter, il faut y aller au culot, il faut oser faire des offres intéressantes pour vous. Il faut comprendre le vendeur, il faut se développer un réseau, donc très réactif et faire des visites. Ça, c'est très important, mais ça, c'est dans l'immobilier en général. Et c'est tout le temps ça. Et surtout en ce moment, parce qu'en ce moment, justement, à cause du fait qu'il y a moins d'acheteurs, il y a plein d'opportunités sur le marché. Et encore faut-il aller les dénicher.
Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un taux d'emprunt, même à 3,7 actuellement, si demain ça baisse et qu'on tombe à 2% par exemple dans 2 ou 3 ans, eh bien, vous pourrez renégocier votre crédit et du coup tout de suite impacter votre rentabilité parce que votre mensualité va baisser. Alors que le prix que vous payez à l'achat, lui, il ne change pas. Une fois que vous l'avez payé, il est payé, c'est fini. Ça prendra en compte dans votre rentabilité, vous ne pouvez pas revenir dessus. Ensuite, il y a une grosse opportunité dans les travaux puisque il y a toute cette problématique de rénovation énergétique et que beaucoup de logements ont une mauvaise note, E, F, G de note DPE, et donc il y a des opportunités pour mieux négocier cette partie-là et refaire les travaux soi-même ou accompagné d'un professionnel pour améliorer la consommation énergétique. Alors comme vous avez pu le voir en fait, cette présentation je la fais souvent puisqu'en fait je suis le fondateur de Doris.io qui est en fait une plateforme qui permet d'accompagner les particuliers pour investir dans l'immobilier, que ce soit avec des outils parce qu'ils veulent faire eux-mêmes ou avec de l'accompagnement. Et donc je vais rapidement expliquer ce qu'on fait. Alors on fait plusieurs choses. On a des solutions donc logicielles pour tous ceux qui veulent investir seuls, qui veulent faire eux-mêmes, dont une plateforme de recherche de biens intéressants partout en France, avec des alertes sur le web, sur une application mobile. Ça, c'est entièrement accessible gratuitement. Et vous avez un simulateur de rentabilité, donc ça c'est pour calculer tous les indicateurs que je vous donnais et bien plus, même la comparaison à un placement classique, tout ça, ce que je vous ai montré. Vous pouvez le faire en quelques clics là sur notre simulateur de rentabilité, qui est gratuit pour essayer, mais dès que vous voulez aller loin et modifier les données à votre guise, vous allez prendre un abonnement, mais un abonnement qui est pas très cher et que vous pouvez arrêter à tout moment. Ensuite, on a aussi une offre qui permet à ceux qui veulent, qui ont trop peur pour leur premier investissement, souvent, qui veulent se faire accompagner, d'avoir quelqu'un qui va les aider clé en main sur tous les points que j'ai détaillés au début, sur ce qu'il faut faire dans un investissement immobilier, de l'achat, à la négociation, aux travaux, etc., de se faire accompagner. Alors, c'est un coût un peu comme des frais d'agence qui vont s'ajouter, mais ça peut être une option très intéressante si on veut se rassurer et si on a peur de se lancer tout seul. Voilà, et donc je l'ai mis ici en troisième. Voilà, donc vous avez l'application mobile, ça c'est pour rechercher des biens immobiliers. C'est complètement gratuit, disponible sur les stores Google et Apple. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je voulais absolument partager cette présentation parce qu'elle permet de remettre les choses à plat, elle permet de réexpliquer de façon claire et la plus simple possible, en tout cas j'espère, ce qu'est un investissement locatif. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer en commentaire. J'ai pu dire des bêtises, vous n'hésitez pas à me corriger, hein, tout n'est pas forcément sur les slides et c'est toujours un peu compliqué, puis en plus ça dépend de la période. En tout cas, j'ai essayé de le plus proche de la réalité actuelle. Voilà, bon courage dans vos investissements, bons investissements à tous et à la prochaine.